Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, la conférence s'intitule « Les prouesses de la conscience, plus incroyables que la fiction ». Cette conférence a été animée par Michel Binette et Pierre Lemasson, philosophe. Des vidéos sont utilisées lors de la présentation. Vous pouvez trouver les liens dans la description du podcast. Bonne écoute. L'amour de la sagesse, qui est philosophia. L'amour de la sagesse, eh bien, dans ces disciplines-là, la science, son idéal, c'était de trouver la vérité. Mais c'était un chemin, un cheminement, pour tout individu qui avait des prédispositions à cela, de cheminer et d'atteindre cette sagesse, mais par la voie de la vérité. Alors que dans l'art, c'était par la beauté. Dans la religion, par la bonté. Et dans la politique, par la justice. Donc on voit qu'il y a c'est la même sagesse, c'est le même idéal, des absolus, qui touchent des dimensions de l'unité, de l'amour, et dont l'humain a toujours eu conscience. Si on prend nos dictionnaires aujourd'hui, il y a une grande part des mots qui s'y trouvent, peu importe la langue, qui sont des mots, qui ne sont pas des choses matérielles, que l'on peut situer dans l'espace-temps, mais qui sont des idées, des vertus, des qualités, qui n'ont pas de couleur, de forme, qui ne sont pas perceptibles par les sens ou par la science, qui mesure le monde concret, le sens matérialiste, mais plutôt une science de l'esprit, qui s'intéresse aux vertus, aux archétypes, aux grands principes, aux lois de l'univers. Essayez de mettre votre doigt sur une loi, c'est pas évident. Pourtant, en science, on utilise les lois. Alors, la science a toujours été présente aussi en philosophie, dans la manière classique. Mais aujourd'hui, en quel sens c'est pratique? C'est qu'il y a un aspect de la philosophie qui a toujours été d'aider à faire émerger le meilleur chez l'humain. En assumant qu'au départ, il y a un potentiel de bonté, de beauté en chaque humain, mais qu'il faut avoir une démarche et des prédispositions pour faciliter ce processus, comme un jardinier accompagne, va planter des graines particulières dans une certaine terre, dans certaines conditions pour que ça pousse. Si on se trompe de type de terre, bien, ça va moins bien pousser ou pas du tout. Et la quantité d'eau, de soleil, de lumière, de vent et tout ça aussi est à gérer. Donc, c'est le sens de l'éducation. Éducaere, qui veut dire faire émerger le potentiel. Et c'est ainsi que les civilisations ont pu apparaître. C'est grâce à tous les divers mouvements philosophiques dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. C'est quand on a facilité ce processus de développement du potentiel humain qui a mobilisé une énergie incroyable chez l'humain. Même si c'était un pourcentage de la population limité, mettons 10%, c'est eux qui ont lancé des nouvelles possibilités, des nouvelles perspectives, des civilisations qui encore aujourd'hui nous inspirent par leur legs et qui sont en plus les fondations de nos cultures aujourd'hui. On est debout sur les épaules de géants, mais en même temps, il faut être capable de retrouver aussi, de connaître ses racines pour être capable de projeter dans l'avenir un monde nouveau et meilleur, une civilisation qui évolue aussi, qui continue à évoluer. Donc ça, c'est l'esprit de la philosophie, qui implique donc une connaissance de soi en tant qu'individu, de nos relations aux autres, et à l'environnement, et au milieu, et à la vie en général, et de ce processus dans le temps, cette trajectoire historique, qui, au niveau autant individuel que collectif, nous fait évoluer. Et évoluer comment? En conscience. Ce qui définit l'humain, il semble, depuis des milliers d'années, c'est qu'on évolue en conscience. Pas en technologie, pas en matériel. Même s'il y a du progrès technologique, c'est parce qu'il y a eu des consciences qui ont été mobilisées.
progrès technologique n'aurait pas eu lieu sans des prises de conscience. Alors, d'abord, c'est la conscience pour les philosophes. Et aujourd'hui, nous parlons des prouesses de la conscience. Michel? Oui, merci. Donc, pour rebondir sur ce que Pierre disait, à plusieurs époques, il y a eu ces scientifiques qui étaient à la fois philosophes, qui étaient à la fois artistes, architectes, ingénieurs, et qui, dans sa quête intérieure, en même temps, faisaient des découvertes scientifiques, des découvertes en art. On pense à Léonard de Vinci, dans la Renaissance, qui était à la fois scientifique, ingénieur, et tout ce qu'on voulait, artiste. Et puis, il y a, pour lui, comme pour d'autres avant lui, l'être humain, ce n'était pas simplement la matière, ce n'était pas simplement qu'un corps. C'était la combinaison de plusieurs éléments. Ce n'est que depuis les 300 ou 400 dernières années, où la science, la vision de la science, est devenue plus, comme Pierre en a parlé un peu, matérialiste. Matérialiste dans le sens où que tout est explicable par la matière. C'est-à-dire que tout naît de la matière, tout se résume à la matière, donc toute solution est physique, matérielle. C'est-à-dire que selon cette vision du monde-là, c'est une vision du monde, mais tout est matière, tout naît de la matière, donc la conscience naît de la matière. Donc il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de... donc la conscience, c'est un produit du cerveau, on a l'illusion du libre arbitre parce que ça permet de se reproduire, de perpétuer la race. Dans la sélection naturelle, c'est ce qui a permis de survivre, etc. C'est un peu la vision du monde résumée qu'on a eue depuis 300 dernières années. Où je veux en arriver, c'est que on se rend compte aujourd'hui que ça ne suffit plus, cette explication-là, qui a amené des résultats, qui a amené des bonnes choses, qui a amené des découvertes. Mais avec la science maintenant, on en est à un point où ça n'explique pas tout. La matière n'explique pas tout. On est limité. Et de plus en plus de recherches se font sur d'autres plans de la réalité. On essaie d'étendre la conscience qu'on a de la vie, de l'univers et de l'être humain. Et on voit un retour à une vision plus globale de l'être humain, qui n'est pas qu'un cerveau qui... le corps sert à déplacer le cerveau, que la conscience n'existe pas, n'est qu'une illusion et tout ça. La science nous montre autre chose. La nouvelle science nous montre autre chose. Et peut-être que peu le savent ou vous le savez, mais on vit actuellement en science un changement de paradigme. Un changement de paradigme, en fait, c'est un changement de vision du monde. Ce qui a prédominé pendant plusieurs centaines d'années, c'est cette vision matérialiste. Maintenant, il y a une nouvelle génération de scientifiques. Je pense entre autres à Mario Beauregard, qui est d'ici, qui est québécois, qui est neuroscientifique, qui a fait des recherches sur le cerveau, et ces recherches montrent que non, la conscience ne peut pas expliquer. Il n'y a pas de point dans le cerveau où on dit voici la conscience est là, elle naît de là. Non, la conscience, il voit qu'elle est globale, elle est partout, et qu'elle n'est pas un produit du cerveau. Il n'est pas le seul à dire ça, et ils sont de plus en plus de cette nouvelle génération qui veulent retrouver une vision globale et holistique, c'est le mot, de l'être humain, comme être ce n'est pas un corps qui crée le cerveau, qui crée la conscience, mais c'est une conscience plutôt qui utilise un corps, un cerveau. Mais bon, on en reste encore à mystère, ça demeure mystérieux. Et ici, je vais juste montrer un exemple. Vous pouvez le trouver sur Internet, mais plusieurs scientifiques ont créé ce qui s'appelle le Manifeste pour une science post-matérialiste. Donc, ce sont peut-être 200 scientifiques, des médecins, des chercheurs de partout dans le monde, dont Mario Beauregard, qui est l'instigateur de ce manifeste-là. Il y a des points pour ramener à une vision plus globale de l'être humain, une vision, pour changer de cette vision du monde de l'être humain. De l'être humain et de la vie, en fait. On arrive à dire que la conscience, en fait partie de la nature, de même titre que la matière. Ce n'est pas la matière qui crée la conscience, mais ce sont des entités qui sont là. La matière n'est pas mesurable. Alors, la conscience n'est pas mesurable, n'est pas pesable, on ne peut pas voir quelle couleur elle est, on ne peut pas l'acheter, elle n'est pas matérielle, mais elle fait partie de l'univers.
On va montrer quelques exemples pour expliquer ça. Et je veux lire une petite section parce que c'est important, ce changement de paradigme. Et juste pour que vous ayez une image, un changement de paradigme, c'est le même titre qu'il y a à peu près 100 ans, ou plus que 100 ans. Quand Einstein est arrivé avec la vision que le temps n'est pas constant, que le temps est relatif, ça a été un changement de paradigme. Parce qu'avant, le temps était constant, peu importe on est où dans l'univers, peu importe à quel moment, à quel temps, quelle distance on est de la Terre, le temps était constant. C'est une constante, l'horloge qui tique au même rythme partout dans l'univers. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Depuis Einstein, on sait que ce n'est pas le cas. Il a dit il a démontré que, en fait, le temps varie en fonction de la vitesse à laquelle on va, mais aussi en fonction de la gravité. La gravitation, sa théorie de la relativité générale, on sait que plus on est proche, par exemple, de la Terre, plus le temps passe tranquillement. Si, par exemple, on le sait depuis longtemps, avec un satellite qui est placé à quelques centaines de kilomètres, mais le temps ne va pas à la même vitesse qu'ici. Et on le sait, les satellites compensent cette différence de temps-là. Donc, c'est un changement de paradigme qui amène à faire un nouveau pas dans la connaissance. Qui amène un nouveau pas qui amène un résultat aussi technologique, parce que ça nous permet de voir les choses d'une autre façon. Par contre, là, avec tout changement de paradigme, vient nécessairement une résistance. Donc, on ne peut pas changer de même du jour au lendemain de ce qui a duré pendant plusieurs années, plusieurs décennies. Ça ne change pas comme ça des idées. Même pour nous, si on essaie de changer une habitude, ça prend du temps. Parce qu'on a une vision du monde d'une telle façon, et puis on s'en va dans une direction. Donc, à un moment donné, ça prend une décision, on change de façon de faire, et ça demande tout ce qui va aller. C'est la même chose en science, et c'est normal qu'il y ait résistance, c'est normal que ça prenne du temps. Donc, on est dans ce point pivot historique en ce moment au niveau scientifique. Mais je vais lire ce passage-là, le point numéro 6, qui nous ramène à ce qu'est la science. La science est d'abord et avant tout une méthode non dogmatique et ouverte d'acquisition de connaissances au sujet de la nature. Cette méthode est basée sur l'observation, l'investigation expérimentale et l'explication théorique de phénomènes. La méthode scientifique n'est pas synonyme de matérialisme et ne doit pas être influencée par aucune croyance, dogme ou idéologie. Je trouve ça important parce que dès que quelqu'un un scientifique essaie de faire de la recherche sur l'esprit, sur la conscience, qui n'est pas matériel, il va être critiqué, il va être attaqué, il va perdre son emploi dans une université, ça s'est vu souvent. Il n'aura pas de fonds, même, des fois, si je veux faire de la recherche expérimentale sur l'esprit, mais qui va me financer? Parce qu'il n'y a rien il n'y aura aucun gain monétaire à vendre quelque chose dans ce sens-là. Je vais en parler un peu plus loin, mais comme par exemple la médecine avec l'effet placebo, on essaie à tout prix d'éliminer cet effet placebo-là. Parce qu'il n'y aura pas rien à vendre. Si on essaie de mettre à jour qu'est-ce qui favorise l'effet placebo, mais il n'y aura pas de pilule à vendre. Ça va avec notre vision du monde. Mais voilà. Et j'aimerais juste pour illustrer ça, on va mettre la vidéo numéro 1. En fait, c'est une petite expérience très simple on va en reparler après, mais c'est important de focuser sur, peut-être ceux qui l'ont déjà vu, ne dites pas la réponse, mais pour les autres. Il faut compter, il y a deux équipes. Il y a une équipe avec un ballon en blanc et une équipe en noir. Ils se font des passes. L'équipe en blanc se fait une passe entre eux. Donc, il faut compter le nombre de passes de ballon qui vont se faire. Ils vont l'expliquer. C'est un test. C'est un test. Monte le son. Est-ce qu'il y a du son? On va recommencer.
c'est pas grave s'il n'y a pas de son. Il faut compter le nombre de passes de l'équipe blanche. Est-ce que vous avez réussi? 13. C'est bon. Mais est-ce que vous avez vu? Ouais, continue. Continue ce qui était. Hein? Tu as recommencé, recommence à la moitié. Bon, est-ce que vous avez vu le... Oui. Ah, ben. Ah, ouais, vous allez voir. Puis on peut rallumer la Donc c'est simplement pour illustrer, en fait, si on n'a pas conscience de quelque chose, on ne le verra pas. Si on est concentré sur autre chose, une vision du monde qu'on peut avoir, ben on ne verra pas les autres résultats qu'on pourrait voir, qui sont là, en fait. C'est ça le chemin philosophique et le chemin de la science. Ce n'est pas d'inventer des choses, mais c'est de découvrir des choses qui sont déjà là. Et donc, c'est ce qui nous amène la science maintenant, post-matérialiste, c'est-à-dire de voir changer notre vision, regarder d'un côté, on regarde d'un autre côté, ou plutôt étendre notre champ de vision pour voir ce qui était déjà là, en fait. C'est ça la science, en fait. C'est ça la découverte scientifique. Donc on est à ce moment historique-là. Je te laisse... Oui, l'aspect philosophique de ça, la phrase finale, c'était il est facile de manquer ce à quoi on ne s'attend pas, mais il faut se poser la question à quoi on s'attend à tout moment. On s'attend à percevoir, à voir, à reconnaître ce à quoi on est habitué. Et tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, on va le manquer. Ou on va le voir, mais ça ne va pas s'enregistrer dans notre mémoire, parce que ça n'a pas de signification. C'est un peu comme cette histoire de Christophe Colomb, les bateaux de Christophe Colomb qui arrivent chez les Amérindiens, puis que finalement, c'est le chaman, le chef, là, qui se rend compte, lui, qu'il y a quelque chose de pas normal à l'horizon, mais les autres ne le voient pas. Parce que c'est pas supposé être là. C'est pas supposé avoir des grands navires sur l'eau, là, qui s'approchent de la rive. Alors, c'est un peu comme tout, il y a des choses évidentes, comme l'éléphant dans la salle, l'expression, ils sont là, même au niveau des fois des émotions. Hein, quand on est ensemble, on a une réunion de comité, puis on doit faire ce qu'on a à faire, atteindre certains objectifs dans la journée, un ordre du jour à suivre, mais ça ne se passe pas comme prévu, mais personne ne va admettre qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est là, c'est tellement gros. Aussi au niveau invisible, aussi au niveau des émotions. Puis réussir à l'admettre, c'est d'apporter un peu plus de conscience. Comment développer cette conscience? Cette conscience autant dans la perception des choses, cette conscience. Et le philosophe, bien, dans sa pratique, dans une école de philosophie, une démarche philosophique, il apprend à vérifier. Ça veut dire qu'au départ, le philosophe est toujours sceptique. Il ne fonctionne pas sur des croyances, au contraire. Il se dit justement, mes croyances sont mes attentes. Et il le sait. Alors, comment on va vérifier si ce qu'on doit entendre à l'expérience, ce qu'on perçoit, est vraiment ce que c'est, ou les résultats auxquels on s'attend, est-ce qu'ils sont ce à quoi on s'attend vraiment, ou est-ce qu'on croit qu'on le perçoit ou qu'on mesure? Bien, cette vérification passe par plusieurs angles. Un, la répétition, évidemment avec cette attitude sceptique. Deux, demander l'avis des autres, avoir la rétroaction des autres, avoir un partage de la perception que les autres peuvent avoir, sans qu'eux détiennent nécessairement la vérité. C'est juste un autre angle
qu'on pourrait manquer, les zones d'ombre dont on parle. Mais aussi, l'action est bien importante parce que on peut souvent se satisfaire, et ça c'est un des dangers qui nous guette beaucoup dans l'éducation qu'on a reçue, qui est généralement intellectuelle par les livres. C'est qu'on a des idées, c'est logique, on peut même rédiger les articles là-dessus, des solutions, même il y a des livres qui se publient sur comment résoudre les problèmes dans le monde, mais est-ce qu'on les a appliqués? Est-ce qu'on a essayé d'appliquer ces choses-là? Et puis vous savez, vous avez souvent entendu parler de ceux qui ont résolu des choses, mais parce que ce sont les solutions d'expérience, comme on dit en anglais, grassroots, là, sur le terrain, pardon. Des expériences sur le terrain et par essai-erreur et par une logique et une vision aussi à long terme, on réussit à commencer à faire quelque chose, mais ça prend du temps et beaucoup d'énergie et de coopération. Et de l'autre côté, on a des idées intellectuelles qui pourraient faire tellement plus. Par exemple, l'évolution de l'humain, c'est le transhumain. L'avenir de l'humain, c'est l'avenir l'humain robot. Mais oui, c'est évident. Regardez le progrès aujourd'hui. Où est-ce que les choses s'en vont? C'est intellectuel. Est-ce qu'on a testé cette idée-là? Est-ce qu'on a compris d'abord qu'est-ce que c'est que l'humain? C'est cette question qu'on doit se poser aussi ce soir. Par rapport à la conscience. Qu'est-ce que l'humain? Et quand on réalise qu'un humain est capable de capter en effet, d'avoir de bonnes idées, mais que ça prend toute une motivation et un sentiment fort pour se mobiliser, pour les mettre en action, et les idées qui s'appliquent, qui fonctionnent, seront celles qui sont vérifiées et valables. Et si vous faites le test, il y a beaucoup d'essais qui ne marcheront pas. Beaucoup d'idées qui sont des fantaisies. On le sait, hein? Pour tous ceux qui sont scientifiques ici, c'est pour ça qu'on a une discipline scientifique. C'est qu'il y a plein d'idées qu'on essaye jusqu'à ce que, tiens, il y en a une, ça perce. Et l'effet contraire aussi, c'est que dans le laboratoire, on a des résultats auxquels on ne s'attendait pas, puis on a envie de les jeter parce que c'est pas un bon résultat. Mais là se trouve une découverte. Un autre petit vidéo sur ça va être sur les illusions. Alors là, il faut fixer la croix. C'est pas compliqué, il faut juste fixer la croix. Il faut que ça tourne. Hein? Ouais. Alors, la question c'est seulement des points roses, des points mauves. Hein? Il n'y a rien d'autre que des points mauves. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez autre chose? Une croix aussi. Une croix noire. Est-ce que vous voyez autre chose? Oui? Un point blanc qui tourne. Un point noir qui apparaît. Ouais. Il y en a qui voient un point noir qui apparaît, d'autres un point blanc. C'est l'accent. Quoi d'autre? Je sais pas si c'est l'accent. Ah, il y a des points qui disparaissent. Là, disparaissent. Les points disparaissent, ça c'est un fait. Bon, on l'arrête. Ça tombe. Mais le fait d'avoir vu quelque chose de plus qu'un vide qui se déplace, est une illusion. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette illusion? Bon, on l'a tous vu, il y avait ce genre de truc qui tournait. Mais non, il n'y avait rien qui tournait à part un vide. C'est le contraire. Hein, donc, on peut dire que ça, c'est simplement au niveau des yeux. C'est la fameuse mémoire très courte de la rétine. Là. Donc, mais ça s'applique aussi à pas seulement à nos perceptions, mais à nos sensations, à nos émotions, à nos sentiments, à nos idées. Il y a des choses qui restent, qui s'imprègnent, mais qui ne sont pas réelles. Et qu'on peut dire, je jure, je l'ai vu, je suis sûr. On pourrait même se battre pour le défendre. Et pourtant, non. C'est en fait l'inverse. C'était causé par un effet d'illusion. Alors,
attentif à tous ces effets dans la vie. Il y a de nombreux jeux d'illusions, des livres sur les illusions que vous pouvez acheter. Mais ça, je veux juste en montrer un pour dire que la conscience va nous permettre d'être plus attentifs, d'être plus alertes à ces effets qui sont seulement l'effet de l'outil, du véhicule, qui sont des bruits causés par l'outil, qui est notre corps dans ce cas-là, avec nos propres yeux. Voilà. Donc, pour continuer dans un sens scientifique aussi, on parle de l'être humain, de la conscience, qui influence ou qui est influencé par sa vision, sa conception du monde et tout ça. On pourrait se poser aussi la question, au niveau physique, est-ce que la matière est consciente? Est-ce que, on sait que l'animal, par exemple, est conscient. C'est évident. Si vous avez un animal de compagnie, il est conscient de votre présence. Si vous êtes de bonne humeur, il va être de bonne humeur. Donc, si vous êtes triste, des fois, il va être triste. Donc, il est conscient. C'est une syntonie qui est là. Mais aussi, si on va à l'aspect plus basique, la matière, est-ce que la matière est influencée par la conscience? Mais de plus en plus, on trouve des choses un peu incroyables par rapport à ça. L'influence de la conscience sur la matière. Mais on sait depuis déjà plus de 100 ans, entre autres avec la mécanique quantique, peut-être que vous avez déjà entendu, la physique quantique. En fait, c'est l'influence de l'observateur dans l'expérience. Donc, celui qui fait l'expérience influence les résultats de l'expérience. Et on le sait depuis une centaine d'années, mais on dirait que ça n'a pas été tenu en compte dans les derniers 100 ans. Ça veut dire qu'on a mis ça de côté un peu. On sait que c'est là, mais on continue à faire de la science avec une vision matérialiste, et les résultats sont matérialistes, évidemment. Mais là, on commence à se rendre compte, 100 ans plus tard, qu'on ne peut pas mettre ça de côté, cet effet-là. Parce que pour plusieurs raisons, entre autres, même si on est matérialiste pur et dur, si on observe le cerveau, les connexions entre les neurones, entre la communication qui se fait en électrique, ça se passe à une échelle quantique. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, ça devient intéressant. Hein? Donc, mais j'aimerais juste passer une petite vidéo qui est une expérience vraiment simple, qui date depuis plusieurs dizaines d'années, que les scientifiques connaissent bien, qui montre la réaction de la matière face à la conscience. Comme si elle était elle-même consciente, en fait, qu'il y a une conscience qui l'observe. Je vais vous laisser l'observer. C'est une vidéo, en fait, qui a été faite, qui est un peu simplifiée, mais qui est très ludique, c'est ça, qui montre ce qu'il y a à montrer. Pour rendre ça accessible. Donc, je te laisse aller. Il y a du son, hein? Grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double réunion. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant.
Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Bille ou vague? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Vous connaissiez ça, hein, cette expérience? C'est quand même particulier, là. La même expérience, dépendamment où on regarde, a deux résultats différents. Donc tout ça, c'est quoi? C'est la conscience. On ne peut pas prétendre qu'on sait qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc on prend ça comme une donnée, c'est-à-dire qu'il y a, en fonction de l'observateur, il y a des résultats différents. La matière se comporte d'une différente façon. Comme si elle savait qu'elle était observée. De plus en plus, les recherches se font dans ce sens-là, que même tout ce qui est matière, tout ce qui existe, est une immense conscience. Et tout est conscient et tout est... que nous, on n'en canalise qu'une partie un peu, de cette conscience d'un plus grand tout. Donc on rejoint les anciennes traditions qui nous disent ça depuis des milliers d'années. C'est juste l'approche que nous, on arrive avec une vision scientifique, démontrée. Eux avaient une autre approche qui était plus philosophique, ou par la sagesse, ou par d'autres moyens de connaître, d'arriver à une connaissance. Et nous, ce qui nous intéresse, je vais laisser Pierre peut-être se dire quelques mots là-dessus après. Ce qui nous intéresse, c'est comment ils ont fait, mais aussi quel autre secret les anciennes traditions avaient, qu'on peut découvrir aujourd'hui. Ah ben oui, j'avais un autre point ici que je veux apporter. En fait, au niveau de la conscience et de l'influence de la conscience sur la matière, pour montrer que de plus en plus la science s'ouvre à tout ça.
C'est juste un exemple, ça fait des années que ça se sait, mais dans une revue, Science et Vie, que peut-être vous connaissez, c'est écrit ici « Guérir par la pensée ». La preuve en 15 expériences. Donc, dans une revue quand même crédible, qui n'est pas, qui est quand même sérieuse, arrive avec cette conclusion-là. Mais en fait, il rapporte les expériences qui ont été faites sur tout ça, même si on sait au niveau traditionnel, Pierre va en faire un peu plus, c'est ça depuis des milliers d'années, en fait, qu'on peut guérir par la pensée. Dans ce cas-là, c'est des expériences qui ont été faites sur divers problèmes, troubles qu'on peut avoir, du Parkinson, toutes sortes de maladies, et qui démontrent par exemple, la méditation, par comment on appelle ça? Voilà, juste le neurofeedback, c'est-à-dire de se concentrer. On a des capteurs au cerveau, on arrive à méditer, et là, on sait par le feedback des machines qu'on est dans un bon état de concentration. Tout ça. Donc, c'est des méthodes de méditation qui sont connues depuis des milliers d'années. Et donc, c'est la conscience, le pouvoir de la conscience de projeter une image et d'arriver à se guérir d'une certaine façon, que la conscience a une influence sur le corps, sur la matière, donc. Donc, ça démontre, au point que c'est pas la matière qui décide, mais non pas, c'est la conscience qui décide. Et on peut s'y relier facilement dans notre vie de tous les jours. Si on est malade, on a ne serait-ce qu'un rhume et on est négatif, on est de mauvaise humeur, bien, ça guérit moins vite, tu sais, que si on regarde le calme, puis on sait qu'on va traverser, puis on reste optimiste, on sait que c'est juste un rhume, puis ça va bien aller. Donc, juste par la pensée, se projeter dans le futur, le corps réagit à ça. Oui, il y a plusieurs points pour faire un peu de tissage avec ce qu'on vient de voir. Déjà, dans la physique quantique, ça c'est un des aspects. Certains de vous n'étaient pas au courant de ces aspects-là. Il y en a un autre qui s'appelle l'intrication. On ne va pas compliquer les choses, mais c'est le fait qu'il y a des particules qui sont, mettons, qui peuvent être ensemble au départ, qui partagent une propriété commune. Et quand on les sépare, même si elles sont à des distances où elles pourraient plus communiquer dans une vitesse instantanée, ou mettons à une distance d'années-lumière les unes des autres, ou même d'une minute-lumière ou d'une seconde-lumière, c'est-à-dire c'est le temps que ça prend pour la lumière d'aller entre les deux, elles vont réagir et changer d'état instantanément, comme s'il n'y avait pas cette distance entre les deux. Ce qui fait que, et ça on le sait depuis même les années 30, depuis Einstein disait, la mécanique quantique fonctionne mathématiquement, mais elle est incomplète. Lui, il n'était pas satisfait. Il manque quelque chose. Et là, on est en train de découvrir aujourd'hui que finalement, on doit intégrer la conscience en tant que réalité, au même titre que la matière, que la lumière, qui est une forme d'énergie-matière, etc., et de l'espace et du temps. Et c'est une autre composante qui est dans les équations partiellement. Parce que c'est l'aspect partiel de la conscience dans les équations mathématiques jusqu'à maintenant, c'est la probabilité, la fonction d'onde, la probabilité dans l'équation de Schrödinger. Alors, là, on a comme une petite ombre de qu'est-ce que la conscience pourrait être, du moins dans la réalité physique. Mais les anciens, qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils pensaient déjà de comment agit la conscience dans la vie et dans le monde? Ils avaient d'autres formes de technologie. Chaque civilisation développait des technologies particulières, pas les mêmes que nous. C'est pour ça que quand on voit les ruines d'anciens temps, on se dit, bon, ok, ils avaient quand même des capacités de travail, d'effort, de réalisation, d'organisation sociale, etc. Mais ils n'étaient peut-être pas aussi avancés que nous, mais selon quels critères on projette sur le passé. Les Égyptiens chargeaient les édifices, les temples, avec une énergie que les Chinois connaissaient très bien, le chi, qu'ils appelaient dans d'autres langues en hindou le prana, ou la forme de ka chez les Égyptiens.
et puis dans d'autres cultures du Pacifique, on l'appelle le mana. Donc, cette forme d'énergie n'est pas une énergie coulombienne, n'est pas une énergie matérielle. C'est tout simplement un champ énergétique qui organise la matière. Si vous faites de l'acupuncture dans la médecine chinoise, on comprend qu'il y a tout un corps énergétique qui est en parallèle avec le corps physique, qui occupe le même espace, mais qui a ses propres circuits, qui ne sont pas ceux du corps physique. Et il y a des points communs, comme par exemple ce qu'on appelle les chakras, les points de rencontre, où se trouvent les systèmes glandulaires du corps physique. Et là, il y a des points de connexion majeurs. Intéressant. Donc là, on a deux corps tout d'un coup. Mais pour ceux qui comprennent cette science un peu plus avancée des deux dimensions, une dimension supplémentaire, énergétique, et qui en plus informe comment doit s'organiser la matière du corps, comment doit fonctionner la santé du corps, qui gouverne tout cela. Là, il y a un mystère qui demeure dans notre pensée, notre science occidentale. Mais vous pouvez le pratiquer vous-même. Ce n'est pas inaccessible. On est tous, quelque part, des scientifiques. C'est tous, nous, nos propres corps. Nous sommes des humains. Donc, pratiquez un peu la respiration, différents types de respiration, différents rythmes de respiration. Vous allez vous rendre compte qu'en effet, ce deuxième corps existe. Placez votre conscience en différentes parties du corps pendant que vous faites la respiration, vous allez voir, il se passe des choses. Donc, on a la capacité de conduire nos états, plus au niveau énergétique qu'au niveau physique. Mais ça commence donc par l'énergétique. Là, après, quand on avance un peu plus loin avec, par exemple, les chamans, les médecins, les mages qui avaient cette capacité d'être des médecins même de l'âme dans la culture ancienne, on parle, mais les émotions, c'est important. Et les idées mentales aussi. Qu'est-ce que tu entretiens comme idée? Et finalement, gérer nos idées et nos émotions doit précéder même la gestion énergétique. Parce que l'accumulation et la bonne conduite des énergies du corps dépend de nos états émotionnels, de notre capacité de charge émotionnelle. Un peu comme on pourrait dire aujourd'hui, de façon populaire, la motivation, entre autres. Mais aussi la qualité de ces émotions-là. Elles sont circulaires. C'est un peu comme développer des ulcères. Ça a des conséquences dans le physique à terme. Donc il y avait cette compréhension, c'est-à-dire qu'on aidait, par exemple chez les Amérindiens, ou les chamans en général à travers le monde, quand quelqu'un est malade, il arrive, la première chose, c'est de stabiliser la situation et de rassurer la personne. Si la personne est dans un état de déséquilibre, donc potentiellement de panique, de souffrance, de désagrément, et comment tranquilliser, calmer. Alors, un geste symbolique, puissant et fort, tracer un cercle au sol, avec les 4 directions, et demander à la personne de s'asseoir au milieu de ce cercle. Déjà, le patient, il n'y a rien de magique qui a été fait là, mais c'est rassurant. Et ça oriente, et ça centre. C'est une autre façon, en passant au-delà même des mots, du langage, d'arriver à ce but, de se retrouver son centre, de retrouver son calme, sa tranquillité, qui va permettre au corps du malade, aux différents corps du malade, de se réaligner grâce à cette tranquillisation, de sortir du stress, de la tension, du nœud. Mais c'est pas. Alors évidemment, le chaman va devoir faire quelques autres actions qui sont pour stimuler ce qui doit être fait afin de faciliter la guérison. Mais la guérison vient toujours des corps eux-mêmes. Jamais du médecin. Ça, c'était la sagesse ancienne. Le médecin n'est jamais responsable de guérir quoi que ce soit. Il ne fait que aider et accompagner un processus naturel pour retrouver l'harmonie. Ce
qui est un parallèle avec ce qu'on a vu ici, et comme on le voyait dans les articles même de Sciences et Vie sur 2013, hein, c'est pas nouveau tant que ça, mais c'est maintenant de plus en plus les effets placebo, les effets neurofeedback, où il y a finalement un training, une formation qu'on peut faire pour gérer un peu ces états précis d'état de conscience qu'on recherche à développer. Dans les arts martiaux, si vous faites des arts martiaux, c'est ce que vous faites du neurofeedback. C'est juste des noms différents, mais, et plus, parce que les bons arts martiaux, et tout maître des arts martiaux va vous dire, tu as peut-être la technique, mais tu as un peu trop de muscles, tu es un peu trop tendu. C'est pour celui qui le fait au niveau performance. Le vrai maître d'art martial, il n'est pas nécessairement musclé, mais il a cette tranquillité, ce calme intérieur, cette capacité de se centrer. Et en plus, d'imaginer, donc avec la conscience, toutes les éventualités, et de changer sa relation au temps, qui de façon assez surprenante, qui est assez inconcevable. Dans le très calme et ralenti, le temps, il maîtrise le temps à très haute vitesse. Donc c'est simplement, il change sa relation. Un peu comme Einstein disait, avec le temps est relatif. La conscience peut avoir cet effet directement, même dans notre réalité concrète. C'était des choses connues, qu'aujourd'hui, dans notre course 9 à 5 pour travailler, etc., on oublie. Et même une tendance qui dit en ce moment que même les arts martiaux qui étaient devenus populaires commencent à ne plus être si populaires parce que on est à la course d'un autre genre de succès, d'une autre chance de réalisation, une autre quête qui, quelque part, n'est pas la conscience. La tendance actuelle dans notre culture nous amoindrit notre conscience. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on le vit collectivement. On est de moins en moins conscient individuellement. Il y a un amortissement de la conscience qui se fait parce qu'on vit par réaction. Beaucoup de nos actions quotidiennes sont juste une réaction pour remplir une case, pour répondre à quelque chose qui est prévu. Des stimulants externes, mais canalisés, prévus, et conditionnés. Qu'on appelle, vivre en société, mais c'est très préprogrammé. Il faut faire attention à ça. Il faut assumer sa vie, d'où l'importance d'un chemin philosophique. On continue, Michel? Pour continuer et en même temps changer de registre, parce qu'on continue sur la conscience et cette idée qu'elle n'est pas que humaine. L'humain a cette différence de cette autoconscience, c'est évident. On est tous autoconscients de nous-mêmes, à divers niveaux, à divers degrés. On est plus conscient à l'âge qu'on est ici en moyenne qu'on l'était à 5 ans. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste une question que la conscience évolue à travers le temps, à travers les âges. L'enfant est conscient de sa famille, de ses amis, tranquillement prend conscience du monde qui l'entoure et peut prendre conscience des lois de la physique, et peut prendre conscience du monde, de lui-même, de ses émotions, etc. Et en vieillissant, on prend de plus en plus conscience. Et surtout, des fois, on se rend compte qu'on s'en va vers un centre, c'est-à-dire de se découvrir soi-même qui on est vraiment à travers les expériences. J'ai déjà abordé, c'est plus un niveau aussi matériel de la conscience qui n'est pas que, comme je le disais, humaine, mais qui est aussi présente dans tous les règnes, comme j'en ai parlé tantôt, dans le règne animal, mais de plus en plus aussi en science, on découvre la conscience de la nature, des plantes, des arbres, donc tout ce qui est du monde végétal. De plus en plus, on prend conscience qu'il y a communication à travers le monde végétal. Les arbres échangent entre eux, discutent entre eux. Et c'est pas de la science-fiction que je vous dis là, c'est réellement des nouvelles découvertes, et c'est scientifique, et c'est même depuis plusieurs années déjà. On découvre que ce n'est pas non plus ce qu'on a pensé pendant longtemps, c'est-à-dire une compétition pour la survie, qui va gagner. Les jeunes arbres qui poussent, c'est le premier qui arrive le plus haut pour manger toute la lumière, et les autres, ils meurent en bas. T'sais. Donc c'est pas comme ça que ça marche.
ce qu'on se rend compte. Et on se rend compte qu'il y a une discussion, et là, je cite David Suzuki, qui est dans un de ses livres « Un arbre, une vie », que je vous invite à lire. Je ne sais plus si c'est dans ce livre-là. Il parle à un moment donné que, par exemple, si un arbre pousse en haut d'une montagne ou d'une colline, a beaucoup de lumière, mais a moins d'eau, alors qu'un arbre qui pousse dans le fond, plus proche d'une rivière, en bas de la colline, mais avoir plus d'eau, mais moins de lumière. Et on se rend compte maintenant que par les racines, ils peuvent communiquer entre eux. Et même celui qui a plus de lumière peut en envoyer sous forme, évidemment, il faut que c'est traité, photosynthèse et tout ça. On envoie à l'autre qui est en bas par les racines, et l'autre lui envoie plus d'eau. Donc il y a un échange, il y a un entraide entre les arbres, entre le monde végétal. Et même qu'on découvre que des grands arbres, si ils ont des jeunes arbres autour d'eux, ils vont en prendre soin. Une expérience que j'ai vue, ils injectaient un produit nutritif, mais aussi un produit radioactif à un arbre, pour tracer, en fait, et en très petite quantité. Donc, à un arbre mature, et ils ont suivi la trace où est-ce que s'en va les nutriments, et s'en allait dans un petit arbre à côté. Il ne gardait pas tout pour lui, mais le transférait aux arbres qui étaient plus jeunes. Donc, ça nous amène à une autre vision. Et de plus en plus, on découvre cette conscience, mais qui doit être aussi canalisée. Tout comme nous, la conscience, elle va utiliser le cerveau, en fait, comme antenne. Mais dans le monde végétal, on découvre des choses aussi. Ça, on va passer à l'autre vidéo, qui est un extrait. En fait, il y a beaucoup d'autres vidéos que vous pouvez trouver sur Internet, sur la végétation, les végétaux. On va finir là-dessus avant la pause. Nous avons découvert une zone spéciale juste derrière la pointe de la racine qui semble suggérer qu'elle a un fonctionnement physiologique incroyable. Extraordinary physiology in there. Charles Darwin a bousculé les esprits de son temps et nous déconcerte encore aujourd'hui. Darwin part du constat que les racines des végétaux sont un lieu d'échange nutritionnel au même titre que la tête des animaux. Les racines d'une plante seraient son cerveau. La théorie de la racine cerveau. La root brain theory. La tête plantée dans le sol, la plante ne donnerait finalement à voir que ses organes sexuels. Au laboratoire de Bonn, František Baluška, fervent partisan de la root brain theory, travaille depuis plusieurs années sur le fonctionnement physiologique d'une racine, la racine de maïs. Les plantes sont extrêmement sensibles, bien qu'elles ne semblent pas l'être. Car au moindre petit stimulus mécanique, elle réagit et initie des réponses chimiques, physiques et même urticantes. Elles analysent en permanence au moins une vingtaine de paramètres issus de leur environnement et elles doivent intégrer ces informations afin de pouvoir s'adapter. František Baluška a créé un dispositif ingénieux afin de filmer le mouvement des racines. Dans le premier film, nous voyons une racine avec sa pointe intacte. La racine pousse sur cette pente avec un comportement similaire à celui d'un ver, essayant de trouver une zone idéale dans le substrat. Ce n'est pas un mouvement rapide. La séquence entière dure 24 heures et chaque toucher dure 2 à 3 heures, durant lesquelles la racine cherche la zone propice de pousse suivant le vecteur de gravité. Si la racine de maïs se comporte comme un ver, elle ne va pas jusqu'à gigoter sous la lame du rasoir. Dans le second film, il y a deux situations différentes. En bas, il y a une racine entière avec la pointe de la racine, et en haut, une racine dont la pointe a été coupée. On voit bien que la racine du haut n'effectue pas ce mouvement similaire au ver, car il lui manque la pointe de la racine.
La racine décapitée pousse plus vite que l'autre, mais n'est pas capable de déterminer un point de pouce optimal, donc elle va pousser tout droit en ligne. Dans les années 90, les scientifiques de l'université de Bonn ont revendiqué la découverte d'une zone particulière de la racine, dite zone de transition. On y trouve des cellules comprenant des molécules comme l'actine et la myosine. Chose extrêmement troublante, ce sont les mêmes molécules qui permettent l'activité motrice au sein des cellules musculaires des animaux. Les cellules de la zone de transition fonctionnent de la même façon que les connexions nerveuses chez les animaux, les synapses. Les plantes savent quand rentrer en floraison ou quand se mettre en dormance. Ce sont des décisions très importantes pour la plante et l'ensemble de son corps doit réagir de manière synchronisée. Il doit y avoir un centre de commande dans la plante qui décide quand démarrer un processus. Les recherches actuelles en physiologie végétale confirment l'intuition et les idées de Charles Darwin. Croissance de la racine, certes, mais aussi exploration intelligente de l'espace. La racine des plantes traiterait de l'information complexe, tout comme le système nerveux des vertébrés. Les plantes, en profondeur, nous ressemblent. Si vous connaissiez ces études-là, on essaie de tendre la conscience. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça de nouvelles recherches et des plantes qui communiquent avec les animaux. Ben, oui, ça va être il va y avoir un vecteur physique, évidemment, par lequel ils vont discuter, mais si une plante se fait attaquer par un ver, par exemple, elle va émettre une substance qu'un oiseau va détecter, il va venir manger le ver sur lui. Ou ça va être des fois des fourmis, donc il va y avoir cette communication entre différentes espèces. Donc conscience, c'est pas aléatoire, c'est pas... On émettrait, sinon il émettrait en constance tout ce qu'il faut pour être aidé ou pour... Ben, c'est juste, il y a conscience que quelque chose se passe, ils savent c'est quoi exactement, ils vont émettre la bonne réaction, si on veut. Donc il y a conscience, comme c'est dit là, il y a évolution, il y a conscience de l'environnement. Si on les touche, d'autres recherches montrent que si même on les touche, ils le sentent. C'est beaucoup plus lent. C'est comme si le monde végétal était comme le monde animal, mais au ralenti, très au ralenti. C'est un peu comme il dit avec la fameuse racine, sur 24 heures, la petite séquence, c'est 24 heures. Donc tout est fait comme si c'était à notre niveau plus animal, mais si on veut, dans un autre plan, beaucoup plus ralenti. Pour continuer dans le même sens. Oui, dans le même sens. Prenez par exemple aussi comment les poissons d'un banc de poissons sont reliés ensemble dans leur mouvement dans l'eau. Vous avez sûrement tous vu des films, hein? Maintenant on a la possibilité de voir des vidéos. Et comment aussi ils vont prendre des décisions, mais la décision est collective et instantanée par rapport à un prédateur. Soit de se disperser, soit de se coller ensemble, soit de tourner autour. Un requin, par exemple, avec des petits poissons, c'est fascinant. Mais là, c'est pas expliqué encore en sciences chimiques, biochimiques, là, comment ils communiquent entre eux ou avec des sons ou quoi que ce soit. Ou les yeux. Non, on peut pas expliquer. Il y a donc cet apport que la conscience fait partie maintenant d'une vision plus complète. Nous amène à cette unité. C'est que l'une des propriétés de la conscience, c'est l'unité dans la complexité. C'est-à-dire que un grand nombre d'entités peuvent être reliées de façon unitaire et partager un même champ de conscience. Et c'est un aspect que, sans cela, grâce à cela, on va pouvoir se poser des nouvelles questions en science, formuler des questions différemment. On va commencer à pouvoir mesurer des choses. Parce que ça se mesure, c'est pas juste au niveau quantique, les électrons qui font ce qu'ils veulent, ou s'ils sont observés ou pas, c'est aussi à l'échelle du monde vivant. Et les
les oiseaux, les insectes, quand ils volent en essaim, tout ça, c'est incroyable, c'est vraiment regroupé. Et l'humain, je ne sais pas si vous connaissez Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, bon, un biologiste de Grande-Bretagne, qui, depuis longtemps, même été assez révolutionnaire, lui-même était mis, ses livres ont été mis à l'index et brûlés comme si c'était satanique par le monde scientifique, mais aujourd'hui, maintenant, il est respecté, parce qu'on a découvert depuis 20 ans qu'il avait raison, mais que dans le monde animal, il y a des comportements comme ça, par exemple, le chien qui attend son maître qui s'en vient, mais pourtant il est à des kilomètres encore de la maison, il y a un sixième sens, on va l'appeler. Il y a un autre sens, ça appartient au champ de conscience. Entre humains aussi, on a ça, on a des formes de télépathie entre la mère et l'enfant, mais entre nous tous, on participe, et c'est important. C'est important parce que si on facilite cela, alors dans l'approche philosophique, c'est qu'on va développer justement cette conscience de la relation aux autres, de la relation au milieu. Un peu comme les Amérindiens, des fois, on regarde ça un peu d'une façon un peu mythologique, là, ils disent ils voyaient l'esprit dans la nature. L'esprit était en tout. Et puis c'est l'esprit universel. Et donc, il faut avoir un grand respect pour chaque chose. Pour quand tu tues un animal, tu pries à son esprit, et puis tu t'arranges pour utiliser tout ce que tu peux de l'animal, pour ne rien gaspiller, par grand respect, par révérence aussi, par gratitude. Eh bien, justement, ces attitudes de respect, de révérence, de gratitude, parce que rien ne nous arrive gratuitement. Est-ce qu'on est les ingénieurs même de nos propres corps? Et comment est-ce qu'on fait pour vivre si bien, déjà pour partager une soirée ensemble? Vous avez décidé d'être là, mais il a fallu qu'on ait pu s'incarner, puis qu'on puisse être dans le même espace-temps sur la Terre, aujourd'hui, à cette époque, et puis en santé assez pour se rendre ici. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas évident. Donc, il faut avoir quelque part cette gratitude, même entre nous, de se donner cette possibilité de partager des idées ensemble comme ça, de s'ouvrir l'esprit. Eh bien, c'est ça, l'esprit philosophique. On appelle ça la courtoisie. C'est toutes les dimensions de la courtoisie qui nous permettent de vivre plus en harmonie les uns avec les autres, en groupe, en communauté, en société. Et ça se cultive, ça s'apprend. C'est pas automatique, c'est pas inné. Parce que, justement, on doit devenir sensible à comment on travaille avec la conscience. Il faut tout simplement être plus conscient. Il faut développer ces sensibilités à différents degrés. Et le fameux sixième sens, il fonctionne avec les autres sens. Il n'est pas limité seulement à un sixième séparé des 5 sens. Et tout artiste qui développe de façon plus poussée ses capacités, comme un grand musicien, etc., va vous le dire. Au point même où l'expérience de cette conscience n'a même pas besoin du corps. Où on peut être conscient d'une situation en dehors du corps. Même si ce n'est pas une expérience près de la mort. Des artistes vont vous témoigner ça. Donc, il y a quelque chose. Ce champ de conscience existe. Mais il est fondamentalement si important pour vivre en harmonie ensemble, pour évoluer aussi, et pour développer cette capacité, ces potentiels que l'on a en nous, qui ne se développeraient pas si on s'isolait les uns des autres en compétition. C'était le constat des philosophes de l'ancien temps qui ont permis les civilisations. Une civilisation a demandé une grande coopération, collaboration et courtoisie avec la nature et entre eux pour se développer. Parce que cette conscience est une énergie incroyable. Et contrairement aujourd'hui où on pense que l'énergie c'est le pétrole ou l'électricité. Il faut changer notre perspective, revenir à nos racines. Qu'est-ce que l'humain? Une unité de conscience. On voit qu'elle n'est pas limitée à l'humain, à ce qui est l'animal, on voit qu'il est dans le monde végétal, la matière. Donc, on essaie d'étendre, d'avoir une élévation de conscience, et c'est ce que nous amène la philosophie, au
travers des milliers d'années de connaissances philosophiques, de philosophes qui sont venus avant nous, qui ont mis en pratique des choses, qui nous ont laissé des traces. Ces philosophes qu'on peut lire aujourd'hui et qu'on trouve toujours aussi rafraîchissants, toujours aussi vrais, malgré que ça fait des milliers d'années des fois que ça a été écrit. Donc c'est ça la philosophie. Et on peut déjà aller dans l'autre vidéo qui en fait illustre ce qu'on essaie de faire avec la philosophie, mais aussi avec la science, dans un sens, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire cette quête de la vérité. Lorsqu'on n'est pas pris par des dogmes ou par nos limites, donc dès qu'on essaie d'avoir une réelle et sincère quête de la vérité, on essaie d'aller au-delà de nos limites, au-delà de nos préjugés, au-delà de nos conceptions préétablies. Donc on essaie de s'élever, de sortir de notre zone de confort. Donc cette vidéo-là est humoristique aussi, qui nous montre les images. Ça. J'aimerais souligner aussi une chose. Dans la présentation de Nouvelle Acropole et la formation philosophique, à la fin, il y avait un des points, c'était se former au quotidien, l'appliquer au quotidien. Et c'est cet aspect-là qui est intéressant parce que c'est appliquer justement plus de conscience au quotidien. Qu'est-ce que cela veut aussi dire? C'est que, comme on en a parlé déjà un peu, il y a d'autres dimensions que la dimension physique. C'est ce que finalement découvrent les sciences modernes. Grâce au progrès dans les sciences physiques, on va pouvoir faire des grands progrès éventuellement dans les autres dimensions, parce qu'on a une méthode bien éprouvée, mais qui va devoir maintenant intégrer les autres plans, comme les anciennes cultures pouvaient le faire. Et c'est cet art déjà d'aligner notre conscience, ou si on veut, notre fonctionnement, autant mental, émotionnel, vital et physique, c'est un travail de conscience au quotidien. Mais c'est aussi de savoir d'où on vient et où on va. Quel est le sens des gestes qu'on pose au quotidien? Au niveau physique, c'est toujours l'immédiat. Il y a une santé homéostatique complexe, thermodynamique, etc. Mais dès qu'on monte dans les autres niveaux émotionnels, mentaux de l'humain, là, les questions plus fondamentales se posent sur les conséquences des choix de mes actions. En fonction de qui suis-je? Pourquoi j'agis ainsi? Au service de quoi? Et il y a, chez tout être humain, je pense chez vous tous, je vous invite à le considérer aussi, mais moi-même, je le vis fortement, et tous les philosophes se donnent la possibilité de le vivre pleinement, de rêver, de vivre nos rêves. De rêver et de vivre nos rêves. Comment peut-on avoir un monde meilleur si déjà nous ne sommes pas des hommes et des femmes nouvelles et meilleures, améliorées, qui ont rêvé cette amélioration? Cette capacité d'imagination fait partie aussi de ce champ de conscience que l'on partage tous, mais qui est un potentiel. Au-delà des habitudes, de ce à quoi on est habitué au quotidien et qui sont un peu les routines. Au-delà. Du jamais vu. Il faut oser rêver le jamais vu. C'est comme ça qu'on va innover, c'est comme ça qu'on va évoluer. C'est ça aussi la conscience. Mais cela se fait avec la nature, selon les lois de la nature. Et ça implique une perspective donc de conscience qui regarde tout cela. L'individu, nos relations aux autres et ce chemin, ce parcours, cette histoire de vie qui s'inscrit dans une histoire plus grande de l'humanité. Et là, tout d'un coup apparaît pour chacun de nous le sens de chacun de nos actions, de notre originalité. Mais comment faire pour avoir cette perspective? Qu'on peut dire de ça, qui est même au niveau scientifique, science matérialiste, ça me fait penser à quand il dit il n'y a pas d'autres dimensions, regarde, il m'en va d'un bord puis de l'autre, donc c'est la preuve
comme la science matérialiste, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas peser, donc ça n'existe pas. C'est juste que c'est pas connu encore. Ça prend une autre perspective pour voir les choses. C'est ce que les anciennes traditions connaissaient et savaient. Donc, on ne peut pas mesurer la conscience, on ne peut pas la peser, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Tout cela, on est tous conscients. Donc, c'est un paradoxe. Et aussi, de laisser Pierre en parler, même toutes les peurs qu'il peut y avoir de changer de paradigme, comme le cercle qui dit qu'est-ce que je vais donner et qu'est-ce qui va se passer. C'est comme nous, quand on s'accroche à nos anciennes pensées, à nos anciennes façons de faire, nous en tant qu'individus, mais en tant que collectivité aussi. Les anciennes traditions qui ne seront plus valides si elles n'ont plus de sens. Donc la science matérialiste qui arrive à un point où ça n'explique plus tout. Donc il faut changer de façon, il faut changer de perspective. Et il y a toujours l'apport du sage dans toutes les traditions. Dans ce cas-ci, c'est qui est joué par le personnage qui est déjà dans l'autre dimension. Mais les grands sages nous parlent un peu comme ça, même les grands scientifiques sont dans une autre dimension, ils voient les choses d'une autre façon. C'est pas des êtres surnaturels, c'est juste une autre façon de voir. Comme il est dit, je vois juste simplement les choses d'une autre façon, je suis dans le même monde que toi. Mais la perception est différente. C'est pas montré, mais dans la voie philosophique ou d'autres, il y a eu cette ascension verticale de prise de conscience. Et donc, ce qu'on a, nous, en tant qu'apprentis, c'est nos perceptions, notre conscience qui est limitée. Donc, on ne peut pas tout avoir, la connaissance comme ça. Il faut marcher vers la connaissance. Il faut monter nous-mêmes par la volonté vers une connaissance qui est plus élevée. Une personne qui peut arriver, et voici la connaissance, et même si on la lit dans les livres, tout le monde ici connaissons le nom, au moins, de Platon, mais tout est écrit dans ces livres. Mais qui comprend réellement et qui applique réellement qu'est-ce qui est écrit là? Et Platon nous parle de la caverne de Platon, le mythe de la caverne, c'est la même chose que cette histoire-là, mais ça a été écrit il y a 2500 ans. Il nous parle de cette élévation de la conscience, cette sortie de la caverne de la conscience. Donc, le lien n'est pas suffisant, il y a cette démarche, comme une science, c'est mise en pratique, d'expérimentation. Et je clôt. Je te laisse. Oh, c'est bien, c'est super. Puis c'est exactement aussi ce qu'on voit dans ce programme de philosophie. Dans chaque cours, on est accompagné avec des enseignements, des témoignages, des exemples, des modèles qui sont des prouesses, des exemples de prouesses de la conscience. Parce qu'ils sont, que ce soit Confucius, Platon, les différents sages qui sont traités dans le cours de philosophie, Socrate, et puis même des enseignements à travers la Bhagavad Gita hindou, où on a un héros comme Arjuna qui combat, eh bien, tous sont des héros qui, par leur détermination, ont pu faire avancer l'humanité et sont des modèles, des exemples pour notre avenir. Alors, c'est pas parce qu'ils sont dans le passé que c'est vieux, au contraire, ils sont des modèles de notre avenir, des modèles de ce qu'on peut faire. Et ils nous montrent un peu ce chemin héroïque que nous aussi pouvons vivre, à notre échelle, à notre façon, avec courage, oui, mais aussi on peut vivre les épreuves en se côtoyant les uns les autres, en se faisant confiance, parce qu'on est une équipe à le faire ensemble. Et c'est ça qui est génial. Donc, voilà. Je suis content d'avoir eu l'opportunité de partager un peu de cette passion que j'ai, qui est la science, et la philosophie, surtout. Pour moi, les deux se marient très bien, et bien d'autres choses dans la vie. C'est pas où. Hein, c'est pas, ben si je fais de la philosophie, je pourrais pas faire telle autre chose. Au contraire, comme vous pouvez le voir, ajouter des dimensions de conscience inclut ce qu'on a déjà. Il nous permet même de dépasser. Alors, merci d'être venu ce soir. Ah oui, s'il y a des questions, on était conscient du temps, ça finit à 9h. Il est 9h30, mais on peut répondre aux questions si tout le monde est content. Oui. Par rapport justement à cette
justement l'idée de la conscience. De nos jours, très matérialiste, on voit ça surtout comme le résultat des actions des neurones. Puis on va toujours les utiliser de cette manière-là. Est-ce que pour intégrer justement cet aspect de conscience, il y aurait moyen de combiner à la fois le matériel et le spirituel, ou ça demanderait comme une reformulation complète de la méthode scientifique traditionnelle? Question. Je ne demande pas une réponse absolue non plus. Je fais assez état de... Ben, je peux juste Oui, tu peux. ajouter quelque chose. Ben, en fait, c'est pas un ou l'autre, c'est les deux, en fait. C'est juste ajouter une nouvelle dimension. Et oui, ça prend un récepteur, de toute évidence. De la même façon que si je plie mon bras, ben, il y a un muscle qui permet de le faire. Mais c'est pas le muscle qui décide de lever ou pas le bras. Donc, il y a quelque chose qui dirige le bras. Si c'est fait avec conscience, ça va se passer, c'est la conscience qui le fait. Et la même chose pour ce qu'on peut découvrir, c'est le cerveau, c'est un peu la même chose, comme l'antenne qui capte. Et le cerveau va s'adapter à la volonté. Si par exemple je décide d'apprendre le piano, c'est pas le cerveau qui décide d'apprendre le piano, mais il y a quelque chose d'autre qui décide et le cerveau va s'adapter. Il va créer des nouveaux circuits, des nouveaux canaux. On parle de plasticité du cerveau qui dure tout au long de la vie. Le cerveau n'est pas fixe. C'est comme un muscle carrément qui, si on l'entraîne, mais il va se maintenir, il va se rajeunir, donc c'est pas de lui-même qui peut décider ça. C'est comme ça que c'est ce que j'apporterais là-dessus. En fait. Je sais pas si ça répond dans les éclairages. Ouais. La science matérialiste va rester quand même. Il faut mesurer des choses. Les instruments qu'on mesure ne peuvent mesurer que la dimension auquel ils ont accès. Mais pour mesurer les émotions, on peut voir le cerveau, on peut voir les influx qui se passent au cerveau, mais ce n'est pas eux qui causent l'émotion, c'est récepteur. Si on rentre ici, par exemple, ou on va dans un salon mortuaire, on va capter une dimension qui n'est pas mesurable, c'est l'émotionnel, par exemple. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas rationnel d'une certaine façon, on ne peut pas le mesurer. On peut le rationaliser en disant qu'il y a quelqu'un de mort, donc il y a un deuil, donc tout le monde est triste. Mais même sans le voir, on peut sentir qu'il y a des autres, l'empathie, se mettre en syntonie avec les autres. Donc déjà là, c'est une autre dimension. D'autres questions? Tout le monde veut s'en aller. Oui, en fait, j'ai des questions. En fait, même si on peut pratiquer pour augmenter à notre dimension, c'est-à-dire augmenter de notre expérience, tout ça, mais quand même, c'est comme la racine. En fait, quand tu rentres, le premier rentrée de l'expérience, ça va diriger la direction de ton valeur, c'est-à-dire de valeur de principale, même si tu augmentes la dimension, mais la valeur principale toujours c'est dans la même dimension. C'est-à-dire que ton espace est plus grand, mais ton chemin, en fait, c'est le même chemin. C'est-à-dire la route c'est plus grande, mais ton direction est toujours dans la même. Et aussi, en fait, le truc c'est que même si on dit c'est l'humain, c'est la conscience, en fait, la conscience, ça construit par l'expérience que les gens peuvent grandir. Et l'expérience qui construit la conscience c'est-à-dire c'est réagir de l'expérience. Ça travaille comme sparrow up ou sparrow down. Et aussi ça dépend de la personnalité, comment il choisit ce que tu as vécu et comment tu choisis ce que tu as expérimenté. Yeah. So, il y a beaucoup de possibilités pour chacun. Oui, il n'y a pas de... C'est original. Chacun est original. Oui, il n'y a pas de... Mais c'est-à-dire, il y a beaucoup de possibilités pour individuel, mais dans le grande possibilité, en fait, le chemin est déjà dirigé par ton... désolé de dire, en fait, le background des parents, de grandir, le background de grandir, cette expérience des gens du vécu, enfin, c'est ça, en fait. De toute façon, je dis, c'est la tête qui pratiquait avec de ça, construire la conscience. Et la conscience, ça va réfléchir de ce que tu as vécu en même temps qui twiste pour les choses. En fait, c'est pas uniquement un ou l'autre.
C'est une question? Plutôt, c'est de dire, enfin, on peut augmenter l'espace, mais en fait, c'est seulement augmenter la dimension de box. Mais le box, toujours, le gardon est toujours. Ah, ok. Non, le truc de une dimension de plus, ou les dimensions de plus, pour la conscience, quand on parle de conscience, en fait, c'est toujours relié à l'unité. C'est un principe dans la nature, c'est pas juste l'humain, ok, qui est conscient. Il y a de la conscience en toute chose, même dans la matière. Et c'est pour ça que notre relation aux choses peut toujours être de plus en plus, mettons, respectueuse, et puis même il l'appelait dans le passé sacrée. Avoir une relation sacrée avec les choses. C'est-à-dire que c'est comme une amitié, une relation au cœur. C'est pas juste dans la tête non plus. Hein, le cœur est important. Ils ont trouvé, il y a un lien important entre le cerveau et le cœur, même au niveau physiologique, et que justement cette capacité d'amener, mettons, cette conscience, cette concentration, qui nous ouvre aux autres, aux différences. Comme tu disais, la personnalité de chacun est différente, mais justement, c'est comment faire pour que ces différences se rencontrent, ne soient pas en réfraction ou en compétition. Rencontrer la différence dans une synergie, dans une ouverture, dans une écoute, et dans une action qui collabore avec des différences, ça vient du cœur. Le cerveau n'arrive pas à computer ça. C'est pas facile pour le cerveau, hein, parce qu'il est dans les habitudes. Et donc ce lien est fondamental, mais ça s'exprime au niveau philosophique dans le fait que nous sommes tous spirituels. Nous avons tous une dimension qui s'appellerait l'esprit. En français, l'esprit, on l'associe au mental. Mais ce serait le mental au-delà des mots, au-delà des langues. Comme ce qu'on voyait, c'est universel. Dans tous les pays dans le monde, tous les humains se relient à ce que tu dis. Donc oui, je suis avec toi, mais c'est pas que plus de dimensions, ça fait plus d'espace. Mais ça clarifie le chemin aussi. Il y a beaucoup de nous qui vivons aujourd'hui sans même marcher sur un chemin. Parce que s'il n'y a pas de marcheur, il n'y a pas de chemin. On ne nous apprend pas à l'école à marcher vers notre conscience. Et c'est important de l'apprendre. Parce que c'est ce qui fait de nous des citoyens du monde, des humains. On appelle ça la grande conscience. Non? Oui, parce que c'est tout le monde. C'est comme pas juste toi. Mais elle est aussi, elle est individuelle et collective. Mais elle doit se vivre au niveau individuel. C'est comme tu dis, il y a chacun à son chemin, chacun à sa volonté, personne ne peut le faire pour l'autre. Mais ensemble, on peut s'aider. Parce que justement, on est différents. Donc, oui. Est-ce qu'on associe toujours cette conscience ou cette spiritualité à un aspect religieux? Parce que, je dirais, la plupart du temps, quand j'en entends parler, ou quand on en parle, souvent il y a un attrait religieux derrière. Oui, mais ça, c'est l'habitude culturelle. D'accord. Okay, parce que ça avait un pouvoir, la religion, à un certain temps, une politique. Mais là, non, c'est spirituel. L'esprit est indépendamment des croyances religieuses. Indépendant des croyances religieuses. Comme les arts, tu pourrais me dire, est-ce que c'est un aspect artistique? Ben, certains artistes ont une expérience mystique de l'esprit, très forte, par la voie de l'art, mais non pas la religion. Ou d'autres, c'est par la science. Donc, c'est pas obligé d'être religieux. Non? On parle de l'esprit, c'est universel. Une dernière question, il y avait quelqu'un là-bas. Parce que la même chose. Oui, madame? Oui, moi, c'est intéressant de rêver dans les rêves. C'est extraordinaire l'exemple qu'on devrait vraiment s'inspirer des arbres. C'est comme un réseau, des neurones, on a tout ça aussi. Alors, nous aussi, on devrait piger dans toutes les consciences. Ensemble, imagine ce que ça pourrait donner d'être humain. Parce qu'on doit faire ça. C'est l'esprit de Nouvelle Acropole. Oui, mais c'est ça. Mais il faut se mettre un peu de pratique et être très conscient. On va utiliser le mot conscient. Imagine les gens qui croient à la théorie des gens qui sont la réincarnation. On pourrait piger dans nos vies passées. Supposons,
Ça, c'est un rêve, ok? Vous avez des grands rêves. Quand on rêve, imagine, je suis dans une situation d'urgence, j'ai besoin, mon auto est fini, mais j'étais mécanicien dans une autre vie. Mais ça, c'est la limite. Pour moi, c'est très simple. Mais vous savez que ça arrive, ça se passe. On va dans toute nos consciences jusqu'à aller au... Mais ça se passe comme ça, on appelle ça l'intuition. Oui, pourquoi pas? Oui, on n'est pas obligé d'avoir tous les diplômes, là. On a des flashs du 72. Oui, on peut canaliser beaucoup. Oui, c'est pas une question, c'est une parenthèse. Tout à l'heure, vous avez parlé de le pouvoir de la pensée qui peut guérir le corps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un scientifique d'origine japonaise, il a fait des études des gens qui vibraient dans une énergie négative versus des gens qui vibraient dans une énergie positive, d'harmonie, d'amour et tout ça. Il a analysé la structure moléculaire des deux groupes et il a vu que les gens qui vibraient dans un taux vibratoire plus bas, ils avaient, quand on regardait au microscope, ça apparaissait comme des cristaux là, qui ressemblent à des flocons de neige. Cellules, détachées. Et les cristaux, chez les gens qui vibraient dans l'énergie négative, ils étaient complètement déformés. Alors que les gens qui vibraient dans l'énergie positive, ils étaient parfaits, là, intacts, là, comme un vrai flocon de neige. Là. Donc oui, le pouvoir de la pensée a une influence sur nos cellules et notre santé physique. Puis, je suis d'accord, vous avez dit, il faut penser à guérir le corps spirituel avant de guérir le corps de matière. Et ainsi, le corps de matière va s'ajuster. Ouais. C'est la cause à effet, hein, c'est intéressant. Cette découverte nouvelle scientifique, là, ou un peu dans le sens que vous dites, c'est que les causes sont plus juste horizontales, matière. C'est que toute cause qui va amener un changement dans le monde, on comprend maintenant, c'est mental d'abord. Mais attention, c'est pas juste le mental, parce que la santé mentale dépend de la santé du cœur spirituel. Cœur spirituel, c'est ça. Cœur spirituel, mental, physique, il y a une échelle. C'est ça, il y a plusieurs niveaux aussi. C'est ça, il y a une échelle. Mais c'est ça le champ de la conscience. La philosophie nous permet de découvrir ça. Vous venez au premier cours, la première classe, on décrit la constitution de l'humain avec cette échelle. Parce qu'il faut le savoir. Bon, on va terminer là-dessus. Donc c'était bon. Merci pour ces bonnes questions. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.